je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vous présente cette fois-ci ma sélection des sorties littéraires qui m'intéressent le plus pour le mois de novembre. Cette fois-ci, ça a été un peu plus facile par rapport au mois précédent pour faire ma sélection, tout simplement parce qu'il y a pas mal de suites de sagas que je ne connais pas, notamment en roman fantasy qui n'est pas forcément mon genre de prédilection, qui sortent en novembre, et du coup ça fait quand même une bonne partie de ma liste qui est réduite. Comme d'habitude, je me limite à 10 romans qui vraiment m'intéressent et que je suis quasi certaine de me procurer soit dès leur sortie, soit en me les précommandant, et en plus avec Noël qui arrive, ça fait pas mal d'idées cadeaux à proposer à mes proches pour moi. Donc je vous propose de vous présenter tout ça dès maintenant. Tout commence le 2 novembre, il y a plus de la moitié de ma liste, c'est des livres qui paraissent au début du mois, et il y en a 2 qui paraissent en fin de mois. Donc ça va être compliqué à gérer niveau budget, je vous préviens tout de suite. Il y a 2 romans qui paraissent, 2 romans policiers thriller. Le premier, c'est Meurtre à Balmoral, écrit par Chris McGeorge aux éditions L'Archipel. On est dans un cozy mystery ambiance Noël où une famille se retrouve dans le manoir familial pour passer les fêtes de Noël, et ils attendent tous et toutes avec impatience le discours du roi qui est présent avec eux, puisqu'on est dans une famille royale du coup, qui a un discours important à faire, une annonce importante. Personne ne sait trop de quoi il s'agit malgré les rumeurs qui, certains pensent qu'il va annoncer le nom de son futur héritier. Sauf qu'au moment de se lever pour prononcer son discours, le roi s'effondre et meurt. Mais du coup, qui est le coupable? Telle est la question. Il va falloir enquêter pour découvrir la vérité sur pourquoi et qui a tué le roi. Tout cela, il faudra le découvrir en lisant ce livre. Une fois n'est pas coutume, j'aime bien présenter ma sélection avec au moins un cozy mystery dedans. C'est vraiment un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et encore plus c'est vraiment un genre que j'apprécie tout particulièrement, et encore plus quand il y a vraiment cette ambiance Noël, vous savez, comme les romances de Noël. Sauf que moi, la romance, c'est pas mon truc, et du coup forcément cozy mystery, ambiance Noël, ça j'achète, j'adore. Et vraiment celui-ci, je suis quasi certaine de me le procurer dès sa sortie, puisque il me fait trop envie. Encore que pour le Cold Winter Challenge, je pourrais le glisser, vous savez, dans la fameuse catégorie qu'il y a chaque année où il faut lire un roman qui se passe en période de Noël. Ce sera parfait pour le Cold Winter Challenge. Et donc toujours le 2 novembre sort aux éditions Sonatine La Reine du Noir, écrit par Julia Barthes. Et là on est dans un thriller un peu plus noir, un peu plus sombre et surtout plus psychologique. On suit une autrice qui est très médiatisée, même si elle a quelques scandales à son actif à cause de certains propos qui font polémique qu'elle a pu dire au fil de ses interviews. Et cette autrice va proposer à ses fans un atelier d'écriture dans un lieu reculé, un peu effrayant pour certains qui connaissent sa réputation. Mais pour ses fans, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir rencontrer leur autrice et surtout pour pouvoir améliorer leur écriture, pour pouvoir vivre leur rêve, être publié dans une maison d'édition. Et du coup, ce camp d'écriture se transforme en une compétition pour pouvoir être la meilleure, être celle qui va pouvoir se faire publier grâce à cet auteur très médiatisé. Oui, moi et la mémoire des noms des personnages, c'est toujours pas ça. Il y a au fil de cette compétition plusieurs candidats qui vont disparaître petit à petit. L'une des participantes décide d'enquêter sur tout ça, même si forcément chacun se doute que l'auteur qui organise cet atelier d'écriture pourrait être la coupable toute désignée de cette disparition, mais peut-être que la vérité est tout autre, qui sait. Et vraiment, rien que le résumé, l'ambiance du résumé me donne trop envie. Pour le mois de novembre, ça va être parfait. Même pour le Black November, je suis pas encore sûre de participer. Je pense que je vais essayer, suivre de loin le Black November, s'il y a des romans que je peux lire pour les semaines qui sont indiquées pour le Black November.
Du coup, je me dis que je pourrais éventuellement glisser la Reine du Noir pendant ce challenge. Mais bon, comme je fais déjà le Villain Books Challenge, ça va être compliqué, surtout que je dois aussi terminer le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas pouvoir tout faire en même temps, c'est sûr. Ensuite, le lendemain, il y a encore 2 romans qui sortent qui m'intéressent beaucoup. 2 fantasy ambiance écologique pour le coup. Donc le premier, c'est La ville au plafond de verre, écrit par Romain Delplanque aux éditions L'Homme sans nom. Et en plus, c'est 2 maisons d'édition qui sortent ces 2 fantasy ambiance écologique que j'aime beaucoup. Et du coup, dans cet univers, on suit 3 personnages qui vont évoluer, où il y a surtout un métal qui fait son apparition, qui est la raison pour laquelle Korost est une capitale qui rencontre énormément de succès, puisque tous ceux qui arrivent à manipuler ce métal, à en faire ce qu'ils veulent, connaissent beaucoup de richesses, beaucoup de demandes de travail, beaucoup de capacités, et du coup c'est une compétition très rude pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Et ces 3 personnages tentent de trouver leur place dans cette ville qui est toujours en compétition, où c'est le meilleur qui prime et les autres qui doivent se battre pour pouvoir se démarquer. Ce métal permet aux rayons du soleil de se transformer en énergie. C'est pour cela que ce métier est très demandé, mais voilà, la compétition est rude. Il faut savoir se démarquer, et on va suivre du coup ces 3 personnages qui vont évoluer au sein de cette ville. Ça promet du lourd pour moi qui aime beaucoup ce genre de fantasy écologique, qui est une thématique qui moi personnellement m'intéresse énormément. Et donc l'autre roman qui sort le même jour, qui est aussi de la fantasy écologique, c'est Les Nomades du Fer, écrit par Eleanor Arnason aux éditions Argile cette fois, qui est donc une autre maison d'édition que j'aime énormément. Et donc dans celui-ci, on suit une équipe qui part sur une autre planète lorsque la Terre est tellement polluée que ses habitants ne peuvent plus survivre sur Terre, et du coup ils envoient cette équipe anthropologue, c'est ça, qui est chargée de surveiller la population sur cette planète pour savoir comment ensuite survivre dessus. Donc c'est vraiment un enjeu très important pour les humains qui sont toujours sur Terre, qui cherchent un nouveau refuge. Et dans cette équipe, il y a aussi une jeune fille qui est une artisane, qui fait partie des nomades du fer, donc le peuple de fer, sauf qu'en fait, les gens de son peuple, ils ont des préjugés sur elle, puisque dans son passé, elle a eu une relation avec un humain, et c'est pas forcément bien vu de se mélanger. Mais grâce à cette rencontre, elle a pu trouver son travail actuel, qui est d'aider le mieux possible les réfugiés à s'intégrer sur leur planète. Et du coup, elle fait partie de cette équipe, au sein duquel il va y avoir plusieurs complots, plusieurs conflits qui vont naître, puisque l'enjeu de cette mission est très importante. Et du coup, ça va être compliqué de réussir à nouer des liens avec cette équipe, même si ces 2 femmes vont parvenir à tisser une amitié, mais du coup dans un contexte un peu compliqué. Donc voilà, 2 fantaisies écologiques qui m'intéressent beaucoup dans 2 maisons d'édition que j'aime énormément, en particulier les éditions Argile. J'ai eu un gros coup de cœur pour un de leurs romans qui est Un étranger en Londres. Ensuite, on fait un petit bond dans le temps. 2-3 jours après, le 6 novembre, paraît Zoria aux éditions Bookmark dans leur collection Team Spirit, écrit par J.K. Fournier. J'essaie toujours de faire en sorte de varier les maisons d'édition, de ne sélectionner qu'un seul roman par maison d'édition, mais là il y en a 2 du coup des éditions Bookmark dans cette liste. Et celui-ci, c'est une fantaisie orientale, et je précise bien orientale, il ne faut pas faire l'amalgame avec la fantaisie asiatique, beaucoup confondent les 2, mais ce sont 2 ambiances vraiment très différentes, avec une mythologie très différente aussi. Et du coup là on est dans une ambiance pas forcément mythologique, mais on a des intérêts mythologiques orientales qui se rejoignent.
Et on suit Sana qui a tout perdu lorsque les gardes de l'Empire arrivent dans sa ville. Elle a perdu toute sa famille, elle a perdu son foyer, son innocence. Bref, ce n'est plus du tout la même personne. Mais elle est sûre d'une chose, c'est que même si elle a perdu la plupart de sa famille, il y reste au moins sa sœur jumelle. Elle est persuadée qu'elle est toujours en vie. Et Sana, prise dans son désespoir, décide de quitter sa ville pour se rendre à Zoria, la cité impériale qui est entourée de déserts arides. Et dans ce lieu hostile, elle va rencontrer un peuple de moines hors du commun qui, pendant des millénaires, ont possédé des secrets assez mystérieux. Et elle va se retrouver au centre d'un complot politique en faisant appel à eux pour l'aider dans sa quête pour retrouver sa sœur et aussi pour survivre. Donc voilà, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup de par sa thématique de la fantaisie orientale que j'aime énormément par leur ambiance. Mais là, il y a tout à côté du coup complot politique que j'aime aussi énormément. Tout ce qui est survie, c'est parfait pour moi et je pense vraiment me le précommander celui-ci. Si ce n'est pas le cas, je pense me l'acheter via le site de Bookmark. De toute façon, j'achète toujours les romans de Bookmark directement sur leur site. Un roman qui m'intéresse énormément et que j'ai hâte de découvrir, tout comme celui qui sort le 8 novembre, qui est celui qui noiera le monde de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Il s'agit du deuxième tome de Celle qui devient le soleil. Donc vous savez, c'était cette fantaisie, enfin fantastique plutôt, qui se passe en Chine pendant l'époque médiévale, quand les Mongols envahissent la Chine, où une jeune femme et son frère découvrent par une voyante que le frère est destiné à un très grand destin, tandis que la fille n'a aucun destin. Et en fait, lors d'une invasion mongole dans leur village, leur père va mourir, son frère va se laisser mourir de chagrin, et la fille décide de prendre la place de son frère, de se travestir en garçon, de se réfugier au sein d'un monastère pour essayer de vivre le destin de son frère. Donc là, on a la suite de ce premier tome que je n'ai pas encore lu, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai mis dans la palle du Villain Book Challenge, donc que je prévois de lire tout de suite dès début novembre, puisque celui-ci, c'est sûr que je compte me le précommander. Tout comme le prochain livre qui apparaît dans cette liste, qui me fait aussi extrêmement envie, c'est peut-être celui qui me fait le plus envie de cette liste. Il s'agit de Babel, le fameux, écrit par R.F. Kuang, qui sortira aux éditions de Saxus le 9 novembre, donc dès le lendemain en fait. Quand je vous disais que tout paraisse au même moment, vraiment tous paraissent au même moment. Et là, c'est le fameux Dark Academia que l'on voit passer depuis au moins 2 ans maintenant sur toutes les chaînes Booktube anglophones et même francophones. C'est un livre vraiment qui m'a tout de suite interpellée déjà par la beauté de sa couverture. Sur le coup, j'étais vraiment prête à me précommander la version collector, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, je vais me restreindre à la version brochée. C'est beaucoup trop cher pour moi, mais du coup, voilà, c'est vraiment un très bel objet livre qu'ils ont préparé pour les éditions de Saxus. Et donc là, on est dans un univers de Dark Academia, pour ceux qui aiment bien toute cette ambiance sombre, dans une sorte d'école mystérieuse. Dans ce roman, on suit Robin Swift, qui est devenu orphelin en 1828 à cause du choléra, et il va être ramené à Londres grâce au professeur Lovell, où il va suivre un apprentissage assez rude, où il va apprendre pendant des années le latin, le grec ancien et le chinois, dans le but ultime de rejoindre Babel, qui est un institut, l'Institut Royal de Traduction à l'Université d'Oxford, qui est vraiment un centre très prestigieux, le plus important de Grande-Bretagne, qu'il utilise pour pouvoir coloniser de plus en plus l'Empire. Et Robin, au fil de son apprentissage, il va se rendre compte qu'il va devoir choisir entre ses idéaux familiaux d'origine, puisqu'il a des origines chinoises. Même s'il a été élevé en Grande-Bretagne, il se rend compte que s'il rejoint Babel, ça peut courir la perte de son peuple d'origine, surtout lorsque la Grande-Bretagne décide d'envahir la Chine
d'entrer en guerre avec la Chine pour des pouvoirs d'argent et d'opium. Et du coup, Robin va être obligé de faire un choix, soit rejoindre Babel, soit rejoindre l'ombre de la société d'Hermès, qui est une association dont le but est d'arrêter l'expansion de la Grande-Bretagne au sein de l'Empire. Et franchement, moi, rien que ce résumé, ça me donne ultra envie. J'ai trop hâte d'en découvrir plus. Le style d'écriture, apparemment, est génial. On est tout de suite dans l'ambiance. Vraiment, entendre tous ces avis, ces très bons retours des chaînes anglophones et des lecteurs francophones aussi, ça m'a donné tout de suite la hype autour de ce roman et j'attendais qu'une seule chose qui est une traduction de fait en France. Donc merci du Sexus pour cette traduction. Je vais me jeter sur la version brochée. Ensuite, le lendemain, le 10 novembre, sort No Name Bay, écrit par Kurt Russell aux éditions Mera. Et là, on retourne dans le milieu policier, thriller, avec toujours cette thématique sur l'écologie, puisqu'apparemment c'est la thématique des romans qui sortent au mois de novembre. Il y a toujours une ambiance écologique. Et pour le coup, c'est un roman qui a reçu énormément de prix et qui fait notamment partie du top 100 des meilleurs livres américains sortis en 2020, qui est érigé par Kirkus Review. Donc dans ce roman, on suit Rin qui, le soir d'un sabotage, ne se rend pas compte qu'un homme va mourir sur les lieux. Et à cause de malheureux indices qu'il a laissés, c'est son ex-compagne, Kit Oliskin, qui va se faire arrêter et qui est aussi une militante écologie. Et Rin, pris de remords, va essayer d'aider son ex-compagne à se sortir de là lorsque elle sera libérée sous caution. Kit va tout faire pour pouvoir redorer son nom, son image, et surtout que son arrestation semblait très fortement arranger un sénateur corrompu qui tente tant bien que mal d'arriver au poste de gouverneur, mais du coup Kit et Rin vont tout faire pour stopper cette politique brutale et corrompue et essayer de redorer toute cette image qui est la leur. Donc moi ça m'intéresse énormément, c'est toujours cette thématique écologique qui me fait de l'œil. Et puis tous les prix qu'a reçu ce roman, forcément ça me donne très envie de le découvrir. Et je pense pour le coup, soit me l'acheter, soit le demander pour Noël celui-ci, parce que vraiment il me fait trop envie. Ensuite, cette fois-ci on fait un bond dans le temps de plusieurs semaines pour se retrouver le 20 novembre avec le tome 2 de Penge et Summers, écrit par Kate Sébastien, ou Kate Sébastien, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, aux éditions Bookmark dans leur collection MXM. Donc c'est le deuxième roman des éditions Bookmark, et il faut savoir que les deux derniers romans, ce sont des suites de sagas que je n'ai pas encore lues, mais qui me font extrêmement envie. Et c'est vrai que normalement, quand je fais les sorties littéraires qui m'intéressent pour le mois d'après, je ne parle pas des suites de sagas que je n'ai pas lues, mais là ce sont vraiment deux sagas qui m'intéressent énormément. Donc Penge et Summers, c'est un roman de Cozy Mystery. Ce tome 2, on retrouve Léo et James Summers, donc deux hommes qui s'étaient rencontrés donc dans le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais que je me suis commandé pour le coup. On est en 1948 en Angleterre. Et James, dans ce tome 2, il va recevoir l'information comme quoi un oncle éloigné est décédé et l'a désigné comme l'un de ses probables héritiers. Et en retrouvant ces membres éloignés de sa famille qui font tous partie d'une famille de riches dont il s'est éloigné petit à petit, James va devoir faire face à des souvenirs de famille, à des secrets de famille qu'il aurait préféré oublier. Surtout que ce sont tous des membres de sa famille qu'il n'a pas vu depuis des années, et il va très vite se rendre compte qu'ils sont tous en compétition, que celui qui recevra la somme sera celui qui retrouvera une femme dont ils sont chargés dans le testament de cet oncle éloigné de retrouver. Et Léo, il rentre toujours d'une mission chaotique qui l'a beaucoup marqué, et du coup il s'inquiète beaucoup de la sécurité de son amoureuse, ce qui est normal, me diriez-vous. Et du coup, il décide de se mêler aux invités. Il s'infiltre parmi les invités de ces retrouvailles de famille
pour pouvoir assurer la sécurité de James, et ils vont tous les deux enquêter sur cette mystérieuse femme qu'ils doivent retrouver. Moi ça me donne trop envie, cette ambiance de cozy mystery historique, en plus au fond de romance boss love, ça me donne trop envie. C'est le type de roman qu'il me faut moi pour me détendre. Voilà, c'est les cozy mystery, ça me détend, et pour certains c'est la romance, moi ce sont les cozy mystery. Et enfin on termine cette sélection en date du 23 novembre où sort le tome 3 du livre des Terres Bannies, écrit par John Gwynne aux éditions Léa, et le 3 s'appelle Ruine. C'est notamment cette fameuse saga que je n'ai pas encore lue, pareil que Paige Summers du coup, et j'aimerais beaucoup découvrir le tome 1. Je sais qu'il y a 4 tomes en tout, je me dis le tome 3 vient de sortir en français, je peux me lancer dedans sans qu'il y ait d'attente de traduction, en tout cas de longues attentes de traduction avant que j'arrive au 4e tome, donc c'est pour ça que j'ai glissé ce 3e tome dans cette liste de sorties littéraires qui m'intéresse, et je vais me commander du coup Malice, le 1er tome. Ici on est dans un univers de fantasy qui est sur le point d'entrer une guerre suite à une trêve fragile qui est sur le point de se briser, et à cette occasion une prophétie fait surface en indiquant que les 2 champions du Soleil Noir et de l'Étoile Vive devront être trouvés, puisque même ceux qui sont désignés comme tels en fait ignorent tout de leur identité, tout le monde ignore tout qui ils sont, mais l'objectif c'est de trouver ces 2 champions pour pouvoir combattre, car il faut savoir que si le Soleil Noir prend l'importance, gagne cette guerre, les espoirs et les rêves de l'humanité de cette planète seront réduits à néant. Ils ne seront plus jamais les mêmes, et du coup ils doivent tout faire pour trouver ces 2 champions, ces 2 fameux champions. Et en même temps le haut roi Aquilus essaye avec ses alliés de former une alliance plus forte, sauf qu'il va se rendre compte que ses alliés n'ont pas forcément tous la même vision de l'avenir. Donc c'est vraiment un univers hyper dense qui a l'air franchement intéressant, et c'est ça qui moi me hype énormément, c'est de vouloir retrouver un univers de fantasy comme je les aime. Je sais que les A éditions ont des romans dans ce genre là qui pourraient énormément m'intéresser. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de découvrir cette maison d'édition. Pour une grande fan de fantasy comme moi, c'est l'occasion de pouvoir enfin découvrir leurs romans, car je sais qu'ils sont souvent très bien notés, notamment cette saga, et que John Gwynne est un auteur de romans fantasy adultes qui commence à se faire un petit nom dans le milieu, donc ça m'intéresse d'autant plus. Voilà les gens, c'est tout pour moi pour cette sélection littéraire. Dites-moi si je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns. Quels sont vous les romans qui vous intéressent pour novembre? Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.